professeur Zohra Lihioui, Université Moulay Ismaïl, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Je suis comparatiste. Je travaille au sein du département de langue et littérature française et je suis également coordinatrice d'une équipe de recherche sur la femme qui s'appelle Tanit. Aujourd'hui, je vais parler surtout d'un colloque international qui a eu lieu à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Un colloque qui a en fait été au départ un rêve. Il y a 2 ans, avec mes étudiants doctorants, nous avons effectivement parlé, mais d'une façon informelle, de l'idée, du rêve d'organiser un colloque sur le grand écrivain universel argentin Jorge Luis Borges, puisque moi-même ayant préparé une thèse d'État sur cet auteur, et que mes étudiants aussi doctorants également travaillent sur ce grand auteur, nous nous étions dit, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de rassembler ici à Meknes toute la communauté borgésienne, enfin, ou une partie de cette communauté borgésienne à l'université Moulay Ismaïl. Effectivement, nous y avions après pensé sérieusement et nous voilà aujourd'hui en train de concrétiser ce beau rêve, essayer donc d'organiser un rendez-vous de grande ampleur auquel prendront part des professeurs, des spécialistes venus de pays différents. Alors, nous avons eu la représentativité des États-Unis par 3 représentants, par 3 professeurs-chercheurs. Nous avons eu également des spécialistes d'Amérique latine et plus particulièrement d'Argentine, du Chili et de la Colombie. Nous avons eu également des collègues qui sont venus de France, de plusieurs universités, d'Italie, de Russie, d'Algérie, de Tunisie, une quarantaine de professeurs, chercheurs, spécialistes de Borges qui ont pris part à ce grand rendez-vous sur le grand auteur Borges. Ce colloque international s'est tenu du 21 au 23 novembre et a connu un succès inattendu, et étant donné que toutes les conditions étaient là pour réussir ce colloque. Alors, j'aimerais dire que l'ouverture de ce colloque a eu lieu dans un amphithéâtre du nom de Ibn Rushd. Et en organisant cette ouverture dans cet amphithéâtre, on ne peut pas ne pas penser effectivement à tout l'intertexte arabo-musulman qui traverse de long en large l'œuvre de ce grand auteur. Et nous savons la place de choix qu'occupe cet intertexte, qu'occupe la culture, la philosophie et aussi le soufisme arabo-musulman. Et un journaliste, auteur et aussi directeur d'une revue espagnole qui s'appelle Sourès, qui est édité à Tanger, M. Santiago de Luca, a dit de Borges qu'il est l'auteur arabe qui parle la langue des Argentins. Et le grand professeur, mon professeur, Siab Ftah Kilito, a bien dit aussi que les Arabes sont borgésiens sans le savoir. Et il parle bien sûr des Arabes de la littérature classique. Borges connaissait le Maroc, il l'a visité d'ailleurs à 2 reprises pendant les années 80, enfin avant son décès en 1986. Donc il a visité le Maroc. La dernière visite a eu lieu en 84 à Marrakech. Il a été invité pour participer à un colloque, à un congrès
plutôt sur la poésie. Et donc il a pris part à ce grand congrès. Et après, il y a eu un entretien qui a été d'ailleurs proposé par Monsieur Kamel Zebdi, un poète marocain, et un entretien avec Borges, et il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, professeur Borges, qu'est-ce qui vous a le plus plu, ou qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention pendant ce colloque de poésie, quels sont les poèmes? Alors Borges a répondu avec bien sûr son côté imprévisible. Il a répondu l'appel du muezzin à la prière. Donc ceci pour juste vous montrer un côté assez imprévisible, mais aussi assez surprenant sur Borges, qui ne répond jamais aux questions qu'on lui pose, mais qui toujours va trouver quelque chose d'assez surprenant à dire. Alors, à ce colloque, son Excellence l'ambassadeur de la République d'Argentine a également assisté. Il a assisté surtout à la séance d'ouverture, et il a prononcé un mot au nom donc de l'ambassade d'Argentine. Et il y avait également Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismail, Monsieur le Doyen, et le directeur du Centre Borges à Pittsburgh. Il y avait également le chef du département de langue et littérature française qui a présenté un mot au nom du département. Madame et surtout la grande écrivaine marocaine Touria Oulheri, qui a parlé au nom des participants et participantes, des mots très émouvants qui marquent un moment solennel dans l'histoire de notre faculté et même de notre université, parce que nous ne devons pas oublier que ce colloque s'inscrit également dans le cadre des célébrations à l'occasion de la création de l'université Moulay Ismail, 30e anniversaire de la création de l'université Moulay Ismail. Donc nous avons à la même occasion célébré un grand homme, Borges, un grand écrivain, un homme imprégné de culture arabo-musulmane, un homme qui a sacrifié toute sa vie à la lecture et à l'écriture, et qui continue à inspirer, qui continue à fertiliser la littérature internationale. Bien, alors j'aimerais aussi parler de l'autre côté de Borges. Si Borges utilise un intertexte arabe dans ses textes, et il faut aussi reconnaître, et d'ailleurs il y a des travaux dans ce domaine, que d'autres auteurs, et je citerai en premier mon professeur qui était présent, qui était notre invité d'honneur, M. Abdel Fattah Kilito, donc, qui lui aussi dialogue avec Borges dans ses textes, dialogue d'une façon très intelligente et d'une façon aussi assez, des fois assez amusante, parce que nous entrevoyons Borges dans ses textes d'une façon à travers peut-être aussi d'autres textes qu'il partage, dont il partage aussi la lecture avec Borges, comme par exemple Dante, Les Mille et une Nuits, Shakespeare, et je passe. Donc il y a cet aspect-là aussi de la présence de Borges dans les textes de Marocains, d'auteurs marocains de langue française, tels que, donc, comme je viens de le dire, le professeur et critique, écrivain Abdel Fattah Kilito, mais il y a également la présence de Kilito dans l'œuvre de Tahar Ben Jelloun,
surtout dans l'Enfant de sable, mais aussi dans d'autres, mais surtout dans l'Enfant de sable, c'était le titre d'une communication. Il y a également Abdelhak Serhan, l'œuvre de Abdelhak Serhan, où on note également un intertexte borgésien d'une façon assez évidente. Ce qui est remarquable dans cet événement, dans ce colloque, c'est que tous les spécialistes et professeurs-chercheurs qui se sont inscrits pour assister se sont présentés à une exception ou deux exceptions près, ce qui arrive rarement dans les autres colloques où nous avons des fois des désistements de dernière minute. Je peux donc assurer que tous les participants et toutes les participantes étaient là au rendez-vous et que les séances ont été très très profondes et fructueuses et nous avons eu une modération aussi de qualité puisque nous avons choisi des modérateurs polyglottes étant donné que les interventions des participants et des participantes étaient dans les trois langues, l'arabe. Il faut dire que pour l'arabe, nous avons eu justement un désistement de l'écrivain et comparatiste marocain Saïd Allouche qui devait être là, mais pour des raisons personnelles n'a pas pu nous rejoindre. Donc nous avons le français, l'anglais et l'espagnol. Les interventions étaient dans les trois langues. Et donc, il fallait trouver des modérateurs susceptibles de passer d'une langue à une autre avec facilité. Et effectivement, nous avons trouvé des modérateurs de qualité, des modérateurs qui ont su résumer l'essentiel des communications pour transmettre au public dans les trois langues un résumé des communications. Nous avons eu plusieurs axes. Alors le premier axe, c'est l'interdisciplinarité qui a porté sur la présence de la musique et dans l'œuvre de Borges. Et puis nous avons eu également une comparaison entre le texte et l'adaptation au cinéma d'un texte de Borges sur justement l'araignée et le piège de l'araignée et nous avons eu une séance sur l'interdisciplinarité, donc je l'ai dit, mais il y a eu aussi sur l'intertexte universel, hein, où nous avons surtout parlé de tout ce qui traverse l'œuvre, comme par exemple Dante, il y a les Mille et une nuits, donc toute cette intertextualité qui a été analysée et abordée dans les communications des collègues. Il y a eu tout un axe d'ailleurs dédié à la culture arabo-musulmane, à l'héritage arabe, arabo-musulman dans l'œuvre de Borges, et un axe qui a été particulièrement consacré aux auteurs marocains. Donc à la présence de Borges dans les œuvres des auteurs marocains. Alors, je peux dire que tout s'est passé dans une ambiance agréable, de partage, d'échange, de connaissances, de savoir, mais aussi d'échanges concernant les différentes cultures de chacun de nous. Donc un lieu, vraiment, c'était un lieu de convivialité. Alors, nous avons quand même, avec tout cela, nous avons réservé une surprise aux participants, aux participantes. Nous avions invité un groupe de Issawa, qui est d'ailleurs la musique, la musique traditionnelle de Meknes, de la Zawiya Issawiya, et c'était un moment très très fort parce que c'était une façon aussi de faire connaître à nos invités une partie de notre culture musicale, locale. Merci. Bon alors, je sais bien que
parmi nous, la plupart des professeurs, des assistants, ils sont polyglottes. Mais en tout cas, je vais tenter de traduire plus ou moins l'idée générale qui a été abordée au cours de cette communication. Alors, le professeur, je devais traduire en espagnol, mais plutôt je suis allé en français. C'est la langue. En todo caso, el profesor se ha centrado en el estudio de la concepción borgesiana del texto como un libro, como figura del libro total o como del libro que lo contiene todo. Y para ello, pues, ha observado normalmente la relación obsesional que se desarrolla entre las figuras de tres del libro, especialmente en tres de los relatos de Jorge Luis Borges, que son la aparición y la evolución de algunos personajes en estos relatos que son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, la Biblioteca de Babel y el Libro de Arena. Pues nada, muchísimas gracias y nada, pues damos paso a la siguiente comunicación que correrá a cargo de mi colega y amigo, del profesor Mohamed Bornossi, que es profesor aquí en el Departamento de Semiótica en la Universidad de Meknès, es presidente de la Asociación Marroquí de Semiótica, y vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica. Se interesa al pensamiento de Umberto Eco y a la semiótica de la religión y de la semiótica del pueblo. Ha publicado recientemente Memoria y Trauma en la Cultura Marroquí en el año 2017. Constan en su haber también otras publicaciones, Introducción a lo intercultural en el año 2018, luego Arte de la novela en Umberto Eco, número especial de Cuadernos de Narratología en el año 2018, Dulces Esquizofrenias también en el año 2018, Semiótica, bueno, en italiano, ¿no? Semiótica del cuerpo en la cultura árabe-musulmana, Semiótica del cuerpo en la cultura árabe-musulmana, en preparación para el año 2019, y luego The Supremacy of the Quranic Saying, Its Impact on Arabic Muslim Culture, en preparación para el año 2019. Je vous parlerai, donc je reprends en français. Le professeur Mohamed Bornossi est professeur de sémiotique à l'Université de Meknès. Bonjour, buenos días. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et dire aussi le plaisir que j'ai à être parmi vous, et aussi la frustration de ne pas être là le premier jour et d'assister hier de façon lacunaire aux interventions intéressantes. Donc je lirai avec beaucoup d'impatience les actes du colloque. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour des bibliothèques chez Umberto Eco et chez Jorge Luis Borges. Alors, comme vous savez, comme le dit Bauman, quand on aime quelque chose, on a toujours l'angoisse de la perdre. Donc, amour et angoisse sont comme les deux faces d'une seule pièce. Et nous allons voir, je vais donner quelques exemples pour vous montrer comment cet amour des bibliothèques, et chez Borges et chez Umberto Eco, était en même temps accompagné d'une sorte d'angoisse en ce qui concerne les livres, en ce qui concerne le monde des bibliothèques en général. Donc, Umberto Eco et Borges ont en général plusieurs points en commun. L'érudition, le gai savoir, la pratique des langues et l'ouverture aux autres cultures, particulièrement les cultures sémites. La coupole d'or, premier conte oriental de Borges, le célèbre recueil d'Aleph, pour ne citer que, tout comme le nom de la rose ou le pendule de Foucault, témoignent de la fascination des deux auteurs pour les cultures sémites, arabes et judaïques, pour les signes, les combinatoires, les listes, les paradoxes, l'infini, le labyrinthe et surtout la cabale juive. Mais il y a des choses plus précises à dire sur le rapprochement entre les deux œuvres.
notamment en ce qui concerne cette façon spéciale que Borges a inaugurée, celle de raconter de façon savante, de raconter de l'intérieur des choses propres à une culture et qu'un simple récit nous laisse voir mieux que des volumes d'érudition. Je crois que l'exemple célèbre est celui de la quête d'Averroès, par exemple. Umberto Eco a fait de la mode de cette façon de raconter le savoir une esthétique romanesque perpétuelle. Comme vous le savez, depuis 1980, et peut-être bien avant, Umberto Eco commence une carrière de romancier qui s'est développée de manière fulgurante, faisant de lui un auteur à best-seller, comme on le sait. La clé de ce succès est cette façon qui consiste à narrer le savoir ou à construire ce qu'Umberto Eco appelle lui-même la tragédie du savoir. Ce qui rend le cas d'Eco encore plus complexe et sans aucun doute plus intéressant, c'est qu'il ne mêle pas seulement l'histoire à ses romans, mais établit de véritables passerelles entre ses écrits, ses fictions et ses écrits savants. On peut donner les exemples à travers la carrière d'Umberto Eco. On peut faire par exemple concevoir ou considérer Le nom de la rose comme une mise en roman ou comme une mise en récit de sa thèse de doctorat sur la question du veau chez saint Thomas d'Aquin. On peut aussi faire des parallèles très très organiques et très serrés entre par exemple son second roman Le Pendule de Foucault et ce qu'il a écrit dans les limites de l'interprétation sur la sémiosis hermétique, etc., etc. Donc, on peut donner davantage d'exemples, mais ces exemples-là, pour moi, suffisent. Comme vous le voyez, il y a pas mal de rapprochements à faire entre les deux, et c'est une étude qui mérite d'être entreprise de façon vraiment détaillée et de façon systématique. Mais je vais focaliser là sur ce qui m'intéresse, à savoir sur l'amour des bibliothèques ou sur l'amour de la lecture chez les deux écrivains, on va dire. Quand on parle de l'amour des bibliothèques chez quelqu'un comme Borges, par exemple, il importe de parler de la bibliothèque paternelle. C'est très très important. Dans Essai d'autobiographie, Borges déclare « Si on me demandait ce qui a compté le plus dans ma vie, je répondrais la bibliothèque de mon père. Il m'arrive de penser qu'en fait, je ne suis jamais sorti de cette bibliothèque. Je la revois encore. Le premier roman que j'ai lu, jusqu'au bout, fut Huckleberry Finn, 20 après Rowan et Flash Days in California. J'ai aussi lu des livres du capitaine Marryat, Les premiers hommes dans la lune de Wells, Edgar Allan Poe, Les 1001 nuits de Burton. Le livre de Burton, rempli de ce qu'on considérait alors comme obscénité, nous était interdit et j'ai dû le lire en cachette sur le toit. La dernière anecdote relative aux 1001 nuits fait sourire, mais elle révèle un attachement qui n'a jamais tari pour les littératures étrangères. Il y a cependant d'autres textes qui envisagent la bibliothèque comme un cauchemar. C'est le cas de la bibliothèque de Babel. Ce texte, écrit en 1941, qui reprend un autre récit intitulé « La bibliothèque totale », publié en 1939 dans la revue Sur, numéro 59. Dans ce texte, nous avons un résumé fleuve. Et j'ouvre une petite parenthèse, on peut envisager un colloque entier sur la vraie culture de Borges. Donc, il y a un résumé fleuve de 24 siècles des informations encyclopédiques compilées par Borges et qui relate des exemples de la bibliothèque totale depuis Aristote, Cicéron, Pascal, Lully, jusqu'à Lassawitz et Carroll, et qui décrit, comme vous le savez, comment l'univers
est une bibliothèque. Ce n'est pas la peine de résumer, je crois que tout le monde connaît le contenu de la bibliothèque de Babel. Mais ce qui est important est de considérer et de souligner que ce récit-là, la bibliothèque de Babel, est traité comme une métaphore de la culture et de l'univers mental et symbolique indispensable à la survie de l'humanité, mais la bibliothèque est aussi traitée comme une vanité indispensable pour l'homme. À cet égard, il importe de noter que Borges est resté constant et que la conclusion du texte de 1939, qui stipule, je vous la cite, où il écrit à la fin du texte de 1939, l'une des habitudes de l'esprit consiste à inventer des horreurs imaginaires. Il a inventé l'enfer, il a inventé la prédestination à l'enfer, il a imaginé les idées platoniciennes, la chimère, le sphinx. J'ai tenté, moi, de sauver de l'oubli une horreur subalterne, la vaste bibliothèque contradictoire dans les déserts verticaux des livres, court le risque incessant de se changer en d'autres déserts, et qui affirme tout, nie tout, et confondent tout comme une divinité en délire. Cette même conclusion fait écho à celle de la bibliothèque de Babel, où l'auteur déclare, à la fin du texte de 1941, je cite, « S'il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui, répété, deviendrait un ordre, l'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. » Interrogé sur les raisons de l'écriture de ce texte, Borges répondait à Jean Demiret, et ce qui ajoute un éclairage très très important. J'ai commencé par cette idée abstraite et fort ancienne que les mots, et par conséquent les idées, ne sont que des combinaisons de lettres. Et alors je suis parti de cette idée-là, déjà formulée par Cicéron, puis j'ai tâché d'en faire aussi un cauchemar. Les deux choses, l'idée de combinaison des lettres et l'idée d'en faire un cauchemar, ont été mon point de départ. Et comme à cette époque, j'étais employé à la bibliothèque municipale d'Almagro, ce que je trouvais un peu horrible, alors je magnifiais cette aurore, plutôt triste, et j'en fis un univers composé comme une bibliothèque. Fin de citation. Umberto Eco, comme vous le savez, vouait le même culte au livre et à la bibliothèque d'une autre façon, la façon du sémioticien, cette fois-ci. Comme tout le monde le sait, dans le nom de la rose, d'abord, lorsqu'il érigeait la bibliothèque et les livres comme personnages importants et comme topographie fondamentale, qui devient au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture du roman l'enjeu de tout le roman. C'est que ce lieu est une véritable source d'émotion pour les nombreux personnages. Je cite un passage du nom de la rose qui exprime certaines émotions ressenties par le disciple Atso. L'abondance des fenêtres faisait en sorte que la grande salle était égayée par une lumière continue et diffuse, même en cet après-midi d'hiver. Le vitrage n'était pas coloré comme celui des églises, et les résils de plomb assemblaient des carrés de verre incolores, pour que la lumière entrât de la façon la plus pure, non modulée par l'art humain, et servit à son but, qui était d'éclairer le travail de la lecture et de l'écriture, tel qu'il apparut à mes yeux en cette heure méridienne. Il me fit l'impression d'un joyau atelier de la sapience. Tout au long du roman, et jusqu'à la fin de la bibliothèque, du roman, la bibliothèque et les livres vont jouer un rôle de premier ordre dans la structuration du roman et dans l'élaboration des transformations narratives. D'ailleurs, l'enjeu total du roman,
c'est cette partie de la bibliothèque nommée Finis Africae et qui contiennent, comme vous le savez, des livres, des traductions d'Aristote et quelques volumes des philosophes arabo-musulmans. Le cauchemar, parce qu'il y a un cauchemar aussi dans le nom de la rose, et comme vous le savez, c'est d'imaginer ou de mettre à la tête de cette bibliothèque un aveugle, et qui s'appelle paradoxalement, curieusement, Jean à part entière, parce qu'on aimerait bien. En fait, Umberto Eco ne s'est jamais prononcé sur ça. Mais il y a quand même quelque chose à investir. Il y a une investigation à mener, il y a un clin d'œil à faire. Donc le cauchemar, il imaginait la bibliothèque avec des pages, des livres imprégnés d'arsenic, comme vous le savez. Un autre exemple d'illustration pour illustrer cet amour des bibliothèques ou des livres chez Umberto Eco est dans le roman La dernière flamme de la reine Loana, roman subtilement autobiographique. Vous savez, dans le roman La dernière flamme de la reine Loana, il s'agit de quelqu'un qui perd la mémoire. C'est Yambo qui perd la mémoire. Et qu'est-ce qui va lui permettre de retrouver la mémoire? C'est la bibliothèque de sa maison, la maison de campagne. C'est en déterrant les livres, c'est en essayant de lire, qu'il va retrouver la mémoire. En fait, chez les deux romanciers, chez Borges et chez Umberto Eco, il ne s'agit pas seulement que de livres. Il y a autre chose, il y a d'autres enjeux. Si la bibliothèque et les livres occupent une telle place de choix, c'est parce que chez les deux, elle est au cœur d'une activité cruciale pour l'être, son existence et son bonheur. Cette activité, c'est la lecture. Pour Borges, la bibliothèque et la lecture des livres est quelque chose de personnel. C'est une quête personnelle qui fournit à ceux qui la produisent, qui la pratiquent, les éléments nécessaires pour donner un sens à leur existence et pouvoir en même temps déchiffrer les signes qui les entourent. C'est pour cela que Borges tenait à préciser dans ses entretiens, je cite, « Je crois que la formule lecture obligatoire est un contresens. La lecture ne doit pas être obligatoire. Parle-t-on de plaisir obligatoire? À quoi bon? Le plaisir n'est pas une obligation, c'est une quête. Bonheur obligatoire, le bonheur aussi est une quête. Si un livre vous ennuie, ne le lisez pas, c'est qu'il n'a pas été écrit pour vous. La lecture doit être une des formes du bonheur. Voilà pourquoi je conseillerais de lire beaucoup, de ne pas se laisser effrayer par la réputation des auteurs, de rechercher un bonheur personnel, un plaisir personnel. Il n'y a pas d'autre façon de lire. Chez Umberto Eco, nous retrouvons la même chose, mais cette fois-ci, cet amour des livres et de la bibliothèque va, si vous voulez, orienter la sémiotique d'Umberto Eco. Toute la sémiotique d'Umberto Eco va avoir une orientation textuelle, interprétative, et je donne comme exemple d'illustration son concept d'encyclopédie qu'il a élaboré sur une vingtaine d'années. Donc, on me somme de conclure et je suis à moitié, donc je vais être obligé de conclure. Très bien. Apprendre à finir, c'est un livre qui est sorti. Donc, très bien. Alors, en fait, pour conclure, ce qui est important à retenir, c'est que là, vous le savez, je crois que ça a été déjà dit par la plupart, la majorité des collègues qui sont intervenus. 20 minutes, on est très très à l'étroit dans 20 minutes. Donc on lance que des pistes. Donc moi, mon idée derrière ce rapprochement entre les deux, et qui mérite vraiment un volume entier, parce qu'il y a beaucoup de choses, je crois qu'ils se connaissent bien. Moi j'ai découvert cette présence de Borges chez Eco depuis que je le fréquente depuis une vingtaine d'années. Borges est tout le temps là, mais
Eco n'en parle jamais. Et je conclurai par un vœu pieux. En fait, le fait de parler de Borges et de parler d'Eco et de parler de l'amour des livres, pour moi, est le meilleur moyen pour lancer un cri d'alarme sur la situation du livre, sur la situation de la lecture aujourd'hui, dans nos universités et chez nos étudiants. Voilà, et je vous remercie. Pour lire ma communication, vu qu'elle va être écrite à un moment, qu'elle sera montrée de façon écrite, sinon je peux vous l'envoyer, je vais plutôt faire comme René Daumal dans Le Monde Analogue, qui considère que la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de le considérer comme résolu et d'en tirer les conclusions logiques. Et je vais plutôt vous faire une application de mes conclusions très théoriques à un texte, à un poème de Borges. Ou aussi comme une méthode d'esbrouf borgésienne, au lieu d'écrire une œuvre, la commenter comme si elle était déjà écrite. Pas que je pense que mon truc est une œuvre, hein, mais bon. Donc je vous propose une lecture en essayant de retracer non ce que Borges dit, mais ce que un poème fait. Non ? C'est le but de la poétique dans l'idée. Je vous propose un texte qui n'est pas dans le corpus borgésien le plus connu, celui qui est abondamment cité partout, dans la bibliothèque de Babel, qui est la critique borgésienne. Je pense, et vous me corrigez si je me trompe, je suis vers la fin de ma thèse, donc je suis un peu sous la noyade, mais je pense que Borges est l'auteur en espagnol le plus commenté après Cervantes. Hein. Le corpus critique, il y a des milliers d'articles sur Borges et le pollen, Borges et le plancton, Borges et ce que vous voulez. Donc bon. On cite souvent les mêmes citations des années 30, 40, 50 et jusqu'à El Hacedor. Quitte à faire dans le moins connu, je vous propose un texte de El Oro y los Tigres, un recueil de vieillesse de Borges, qui, comme sa mère, comme le disait M. Walderstone, a commencé à être vieux très tôt et a continué à l'être assez longtemps. Non ? Donc son œuvre de vieillesse dure environ la moitié de sa vie. Quand je dis vieux, je ne parle pas de son état physique ou de sa cécité, ou même de ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'image de Borges, celle qui trône un peu partout. Le Borges aveugle avec une canne, qui est un Borges pop culture, le Borges des interviews et des conférences. Je parle d'une valeur textuelle, d'une figuration de soi-même dans le texte, qui a la propriété textuelle de déclencher la créativité du texte en lui-même, par lui-même. Un portrait complexe qui fait l'œuvre et qui se fait par elle. Une de ces figures qui, pour Julio Premat, sont comme une grammaire d'une poignée des données simples et qui, se combinant successivement, constituent l'autobiographie légendaire, qui fait à la fois le cadre et la matière de l'œuvre. La vieillesse est donc seulement la dernière valeur textuelle en apparition. C'est celle que Julio Premat, dans son livre que j'ai dans ma poche de mon manteau, je suis du manteau, Monsieur Walderstone, qui est, voilà, c'est ça. Vous pouvez le montrer, c'est un petit livre mauve. C'est ce que Julio Premat appelle l'aveugle clairvoyant, qui est stratégiquement humble, sage, qui peut être Homère ou Shakespeare, puisque comme eux, il n'est personne. C'est ça, montrez-le. C'est un très bon livre qui est une sorte d'article d'encyclopédie assez vaste, qui fait le panorama de toute la critique borgésienne et qui a je vous conseille de le lire, c'est assez succinct et très efficace. Comme Homère ou Shakespeare, le Borges vieux n'est personne, et c'est un mort qui parle depuis l'éternel passé-présent, depuis son éternelle outre-tombe, mais qui par là même est immortel, et peut tirer pour soi la couverture de toutes les littératures, et prendre les prérogatives et les lauriers de tous ceux qui, comme lui, ne sont personne, c'est-à-dire tout le monde, notamment les grands noms de la littérature occidentale. Que le titre même du recueil vaille pour ce que je dis. Comme vous le savez, L'Or des Tigres est à la fois l'or des tigres du jardin zoologique de Buenos Aires, que Borges dit avoir aimé plus que les autres bêtes, au long de paratextes et de textes. C'est souvent inextricable. C'est une sorte d'emblème du mythe de personnalité de son enfance, qui signe ça et là son œuvre d'adulte sous différents avatars. Mais c'est aussi le jaune de la cécité, la seule couleur que d'après lui reste intacte. Tu vois que toutes les autres se sont estompées une fois les contours effacés. Le jaune est donc donné ici comme une synecdoque qui inclut, maintient tant les deux récits, l'or de l'aube et l'or du crépuscule, en une même et seule couleur de fond qui ouvre une marge pour l'arborescence narrative du récit de soi. Le prologue au recueil remotive ces deux récits.
que ce soit par son début ou par sa fin, et l'étend comme le champ de l'œuvre à venir entre ces deux pôles, en ouvrant par une sorte de captatio, axé sur la senectus, sur la vieillesse, mais aussi en la finissant par l'évocation du souvenir d'enfance et de la figure du père, à partir de l'anecdote du tablero de ajedrez et des paradoxes de Zénon expliqués dans le tablero de ajedrez, dans le, je ne sais pas comment on dit tablero, dans le damier des échecs. Oui. C'est donc, et comme entre ces deux pôles, comme une hantise, comme un soupçon, au milieu, pointe en menace la liste, le répertoire, qui sont appelés et conjurés à la fois. Il le dit. Una que otra ligera variación y hartas repeticiones. Para eludir o siquiera para atenuar esa monotonía, opté por aceptar, con tal vez temeraria hospitalidad, los misceláneos temas que se ofrecieron a mi rutina de escribir. Il dit plus tard, Whitman se la propuso, pero sus deliberadas enumeraciones no siempre pasan de catálogos insensibles. Et il dit, pour finir, un idioma es una tradición, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símbolos. Donc, catálogo, repertorio, miscelánea. On pourrait rajouter lista et souligner peut-être celle qui est présente, la énumération. Ex numerare, énoncer une à une les parties d'un tout. Ça donne ex numeratio, préfixe ex, issu de, sortie de, enumerare, action de compter, de l'argent notamment dans le corpus latin. Ce qu'on a, je cite le Gaffio, c'est mentionner séparément et en séquence, comme si l'on comptait. En séquence, comme si l'on comptait, surtout, m'intéresse. Et une qui n'est pas étymologique, parce que l'étymologie c'est souvent l'état le plus mort d'un mot, son origine, mais l'origine n'est pas l'histoire, elle n'est pas souvent historique. Un usage qui me plaît beaucoup et qui est attesté dans une traduction de 1505 d'un livre du gastronome de la Renaissance, Battista Sacchi di Il Platina, De honesta voluptate valetudini, où il utilise énumérer comme énoncer une à une les parties d'un tout. Mais restons là. La valeur que ces quasi synonymes prennent dans cette unité textuelle, quand ils se mettent en adjacence, fait qu'ils se contaminent par une synonymie partielle. Et tout souvent signale leur écueil possible. La monotonie et l'hartazgo, l'insensible, l'arbitraire. C'est quelque part ce qui est en germe et qui deviendra immédiatement après cette page liminaire qui travaille déjà à ouvrir le champ, un acte, une frénésie. L'Or des Tigres est, comme toute la production borgésienne, au moins depuis El Hacedor, une énumération. Il reste à voir si la réécriture constante de cette œuvre, même rétroversive, dont Borges réécrit ses ouvrages de jeunesse continuellement, n'est pas une tentative d'inclure ce qui précédait cette énumération, dans ce catalogue, qui fonde et encadre le produire du texte, comme dans la célèbre citation de Foucault qui cite El idioma analítico de John Wilkins, comme si l'énumération incluait en elle-même une catégorie qui est l'énumération. Regardez juste l'index de l'œuvre. Je vous passe toutes les entrées, mais c'est une chose curieuse. C'est peut-être vrai pour tous les auteurs du monde ou pour tous ceux qui donnent des index et des parties et des titres à leurs œuvres. Mais les index de Borges, en tout cas, sont des textes de Borges. Ou sont comme des squelettes de textes de Borges, mais pas des squelettes qui disent l'absence de leur chair, mais qui la laissent soupçonner dans l'interstice. Comme une liste de courses, mais pas de courses. Un inventaire de récits potentiels, des hypos ou des hypertextes, des matrices, dirait Ripater. J'entends par récit ou par poème une notion très large, semblable à ce que Mallarmé appelle la fiction, l'invention d'un sujet par un langage et d'un langage par un sujet dans l'inextricable. Ce que mystérieusement et avec un vocabulaire propre à une autre époque romantique, Borges dénomme el hecho estético, dans une autre énumération célèbre citée par Julio. Donc si ces titres ne sont pas encore ou plus à l'état de ce que l'on pourrait nommer un texte, ils tendent à textualiser. Ils tendent à faire texte quand on lit un index. Et ils renvoient à un autre texte plus large qui les garantit et qu'on pourrait nommer Borges. Tout ça c'est des mots signatures qui font borgésien et qui semblent être sur le point de s'éveiller en texte de Borges. Ils sont déjà des énumérations borgésiennes, des hypo-énumérations ou des hyper-énumérations, comme on dit qu'un mot souligné en bleu sur Internet est un hyperlien. Non. C'est surtout le cas de ces textes de cette époque-là, qui, pour l'anecdote, sont construits sur ce mode accumulatif, au moins depuis El Hacedor. Borges le rappelle dans la conférence sur la cécité quand il raconte comment son éditeur lui a promis que s'il écrivait 30 textes par an, il aurait un recueil par an. D'accord? Donc c'est une logique accumulative, toute comptabilité. Chacun est donc une occasion
Borges dit, es imposible que en un año no le ocurran a uno 30 ocasiones de poesía, ¿no? C'est intéressant de penser ça comme des occasions. Pour occasion, imaginons le mot qui veut dire entrée. Notez par exemple comment l'énumération ouvre vers d'autres à l'entrée 13 monedas, qui d'ailleurs ouvre tellement vers autres qu'elle sera incluse dans l'autre recueil, La Rosa Profunda, et rajoutera 3 monedas, comme les pierres bleues dans le livre Piedras Azules, qui quand on les compte sont 5, puis après sont 7, tendance à la prolifération. Notez donc que dans l'énumération, il y a une énumération, comme dans le langage analytique de John Wilkins, ou comme dans la bibliothèque de Babel, dans lequel le catalogue est inclus dans le catalogue, ou comme dans l'Aleph, dans lequel il y a un Aleph, ou comme dans La Muraille et les livres, qui, à force d'énumérer des faits esthétiques, finit par en faire un. D'accord ? Vous aurez reconnu là, plus que la mise en abîme simple, une mise en forme du paradoxe de Zénon d'Élée, dont l'énumération des distances qui séparent Achille de la tortue inclut au sein de chaque segment une segmentation qui elle-même est aussi nombreuse que ce qu'il devrait décompter. Je vous invite à vous pencher sur la 18e entrée. Là, vous ne la voyez pas parce qu'elle est trop loin. Mais il y a écrit « Cosas ». Cliquons dessus, sur cet hyperlien. Notons que « Cosas » est un quasi-synonyme de l'énumération, dont une définition a minima, telle que pourrait la tenter, je ne sais pas, un enfant, serait une chose dans laquelle il y a des choses. Mise en pluriel de tout substantif désignant l'acte même de désigner. Je ne vais pas le lire parce que je l'ai lu hier et ça prenait 1 minute et 41 secondes et le temps est cher. Mais notons avant tout son déclenchement, qui est quasi mystérieux. Ça, c'est une question que je laisse un peu en suspens. Qu'est-ce qui déclenche une énumération chez Borges? Textuellement, Julio Premat signale dans son livre sur Borges que souvent dans la fiction, la création d'espaces utopiques, de tératologie métaphysique, sont liés à une mélancolie, à une perte. La professeure hier citait comment la mort de Théodolina lance la découverte du Zaïre. L'Aleph est aussi lié au deuil d'un amour mort, non? Pourquoi Borges énumérait-il? Dans la fiction, dans les essais, dans les poèmes, c'est souvent lié à un moment où, avant ou après, il y a eu un excès de sens. Un moment où le travail de ce sens devient un problème, un excès, un vertige, et qui ne semble pas faire signe, bien qu'il fasse trop de sens. Julio disait hier, l'excédent d'impossible dans le présent. Non? Comme définition de la fiction. Ce cas ici est radical, parce qu'il y a un lien vide du titre au premier vers, et il n'est garanti par aucune voix, aucun temps, aucun espace pour fonder ce déferlement. On ne sait pas qui parle, ni de où, ni ce qui est énuméré, hormis le fait que ce sont des choses. C'est le cas de le dire, ça commence in medias res. Dans une lecture très radicale de cette locution latine, on est au milieu des choses, non? Parce que le latin permet cette chance qui fait que res est à la fois pluriel et singulier si on ne quantifie pas la syllabe. On est au milieu des choses dans un maillon d'une chaîne qui semble pouvoir se continuer vers le passé précédent et vers le futur qui lui suit, dans 2 vides blancs. C'est cette chaîne que Borges appelle, entre autres choses, la trama. La firme trama d'incessante hierro, dit-il dans un poème postérieur. Allons voir les verbes. Au vers 2, il y a le verbe occultan. Au vers 6, le verbe opprimen. Au vers 7, le verbe non repite. Au 8, se ha quedado, au passé composé, qui sert juste à garantir le présent, qui n'en est qu'un passé relatif au présent, un temps qui sert de complément circonstanciel, fictif, modifiable pour l'autre. Un récit se défaisant dans le présent du verbe dejamos au vers 9. Regardons au vers 11, qui là aussi sert juste à présentifier le polvo, le verbe fue, ou le verbe dio, qui se bat avec momentánea, pour sourdre au présent aussi. Regardez au vers 17 le verbe borra, ou ensuite apagan, resuena. Ensuite he tenido, temps du passé qui est plus proche, et de la perduration du parfait dans le présent, et qui curieusement précède un passé simple, comme si le plus proche était plus révolu que ce qui le précède, créant ainsi une sorte d'éternité. Tout comme la flecha da en el blanco en presente, el péndulo que el tiempo ha detenido, qui est tout sauf un passé, puisqu'il utilise le passé pour dire une image définie par sa présence. Tout comme no ha cesado, qui est contemporain du verbe es au verbe 43. Peut-être les seuls possibles passés, en tout il y en a 2, au vers 44, mais là aussi, ils sont contaminés de présent par toutes ces adjacences. La bala que mató, mais qui du coup est maintenue dans son identité, malgré le fait qu'au passé, elle tua. Et que dire de tous ces vers sans verbe, ou de tous ces vers à verbe infinitif?
La temporalité de cette succession crée une tension entre le déroulement de la lecture et ce temps qui, plus que ne pas passer, plus que le temps de la présence, est le temps de ce mot-là, l'incessant, le incessante, mot borgésien s'il en est. Vous le trouvez dans tous les contes de fiction, vous le trouvez dans 75% des textes de El Aleph, c'est un mot signature aussi. Hein. J'ai compté quelques 70 occurrences dans le premier tome seulement de l'œuvre complète, je n'ai pas compté le deuxième, parce que mon PDF ne marchait pas. Excusez-moi. C'est ce que Jacques Derrida, parlant d'un autre texte, appelle un plus que présent, un plusquam presente, un temps du sens débordant second, une dissémination qui mine la cohérence de la logique temporelle. C'est le temps de ce qui s'énumère pour dire sa simultanéité, un temps qui freine la linéarité et crée des effets qui, du moins, s'ils n'arrêtent pas le temps, jamais chez Borges, puisque les révolutions formelles sont toujours sous-jacentes, opaques derrière sa transparence, du moins la brosse à contre-poil, bosse à contre-poil la linéarité. Essayons de regarder ce qui est énuméré. Une façon arbitraire un peu de le faire, c'est de chercher le article défini elle. Elle, la, los, elle, non? Il y a 35 choses, je ne vais pas vous les énumérer parce que je n'ai pas de temps. Mais vous pouvez les voir ensuite. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces choses? C'est une première liste, non? Une première liste de 35 entrées. Que sont ces choses? Est-ce que c'est vraiment deux choses? Il s'agit d'un assemblage varié, d'une miscellanée, dont le possible seul point commun est d'être des choses cachées, perdues, oubliées, invisibles, impossibles, non présentes. Et pourtant, comme nous l'avons vu, le procédé qui les présente à la lecture les pose dans cette sorte d'identité qui les rend évidentes, éternelles dans un rayon les fixant, comme dans Star Wars, non? Une navette passe à côté, on les prend, tout d'un coup elle est arrêtée, et les présente. Comme nous le voyons, essayer d'affiner la catégorisation pour savoir de quoi il s'agit vraiment correspond aussi à énumérer. Expliquer cette énumération, l'interpréter herméneutiquement, et aussi en proposer une énumération analogue, en vue de quels principes les organise, hormis leur mise en adjacence. Le dernier vers tend à le résoudre par un percepteur surplombant. C'est le dieu de Berkeley. C'est le seul dieu qui perçoit toutes ces choses. Sauf que le dieu de Berkeley est la chose qui, par définition, n'est perçue par personne. Du coup, Berkeley est une catégorie de la liste qu'il devrait résoudre. Encore une fois, Borges nous fait une liste dont le principe explicatif est une catégorie introduite dans la liste, affolant la capacité d'abstraction. De même, quel sujet ferait ça? Quelle mémoire ferait ça? Quel oubli organiserait ces perceptions? Il y a un jeu dans les vers 25-26, mais il est contaminé et mis en soupçon par une même démarche. Est-ce qu'il n'est pas qu'une chose parmi les choses énumérées? Son lyrisme et son absence, sa fuite, son effacement, et la mise en adjacence de son pronom « je » et des biographèmes de Borges, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont des biographèmes de Borges, tendent à faire ce que Silvia Molloy appelle « nivelar ». Tout se contamine, tout se nivela et devient une sorte de même surface. Plus que desorganisado, désorganisé, c'est inorganisable, comme dit Silvia Molloy aussi. Tout à la fois singularise, efface dans l'écoulement, rend global, mais disperse. Ne fait pas du subjectif entendu comme ce qui ressemble à une autofiguration. Qu'est-ce qui résout l'énumération du coup? Qu'est-ce qui la catégorise ou l'énonce? Chacun peut prétendre, chacune des entrées peut prétendre, le temps de son énonciation, de son intonation, à être le centre de l'énumération, la catégorie qui parangonne les autres. Leur mise en adjacence, malgré le fait que la lecture doit être linéaire, les met en miroitement les unes par rapport aux autres, créant ou postulant des logiques non linéaires de lecture, comme si la linéarité était travaillée de son intérieur, vers des logiques qui l'attiraient vers d'autres fonctionnements, d'autres représentations. Chacune par ailleurs à son moment, le temps de son vers, comme si la dynamique totale de la partie au tout fût une sorte de grammaire complexe de contemplation éternelle et de vertige non résolu. Chaque fois qu'une des entrées apparaît, la suivante se presse, la tirer de là, la différer, créer un champ, un interstice entre les deux, où se jouent leur ressemblance et leur différence dans un même champ tendu. C'est ce que Paulo Martin Ruiz disait l'autre jour, non? Cet espace où converge le même, le presque même, l'identique dans un fonctionnement métaphorique, étendu en théorie et en pratique, solidaires l'une de l'autre jusqu'au moindre aspect du fonctionnement textuel. Son différé devient inévitable par rapport à lui-même en sa répétition. Les unités se contaminent l'une l'autre de ressemblance et de différence. Elles font emblème, dit Silvia Molloy. Et du coup, plutôt que de lire ça comme une linéarité, on pourrait le penser comme un blason, comme une héraldique. Sauf que chacune de ces entrées étant un quart de l'héraldique, mais elles se contaminent et elles se mettent en vertige les unes par rapport aux autres. Au sein de chaque unité, commencée par l'article défini, il y a une prolifération. Regardez par exemple Los Remos de Argos, la primera nave, qui vient complémenter, sauf qu'il y a là aussi une tendance énumérative. Il y a d'abord les rames, puis la primera nave.
Au sein même des unités de l'énumération, il y a prolifération énumérante. Tout le texte est fait ainsi. Pensons aussi que c'est des endécasyllabes. Normalement, il y a une identité syllabique entre toutes. Mais je vous invite à regarder, quand vous pourrez le lire, à les lire à haute voix, pour que vous voyez qu'il y a des tendances à, pour que les choses rentrent en syllabes, les accélérer ou les freiner de temps en temps. J'avais une explication de ça, mais je n'ai plus le temps, donc je la saute. Mais bon. Tout ça contribue pour fonder jusqu'à dans l'infrasémantique ce que le texte produit comme sens et qui ne se fixe pas à son interprétation. Pour citer Silvia Molloy à nouveau, tout ça tend plutôt à inquiéter l'interprétation, parce que son sens est cette inquiétude. La mise en excès d'une herméneutique. Pour conclure, dans un essai des années 30, Borges parle ironiquement d'une pénultième version de la réalité. Et il finit par imaginer une humanité sans espace, capable de ne vivre que d'accumulation de temps. Je postule comme hypothèse que l'énumération temps fait de son fonctionnement une parabole, un souhait d'utopie vers un autre fonctionnement du sens. S'il est toujours pénultième, si on pourrait toujours imaginer un vers de plus dans l'énumération borgésienne, c'est qu'elle fait partie d'un récit du sujet, qui reste toujours à finir, parce qu'il n'est pas, mais il se fait. Le sujet est une activité textuelle. Une autre remarque, il y a 49 vers. Pourquoi 49 et pas 50, non? Là, en vous écoutant, vous, Pierre, l'autre jour, je me suis souvenu d'un autre truc. 99 noms d'Allah, il n'y en a pas 100. Il faut toujours que ce soit impair, pour qu'il reste entraînant le dernier. Et c'est ce qu'on fait par le dhikr, non? Il faut répéter, parce que peut-être en répétant les 99 noms, le 100e pourrait advenir dans une présence qui serait extatique, et en même temps c'est un vertige. Non? Vertige et extase, comme j'entends. C'est ce que Agamben appelle un lieu. Pas au sens de l'espace, mais comme ce qui fait être le non-être et non-être ce qui est. C'est apotropaïque. Non, apotropaïque, c'est un mot très compliqué pour dire porte-bonheur. Le porte-bonheur sert à la fois à attirer le malheur vers lui, pour ne pas qu'il aille vers l'autre personne, et en même temps à l'éloigner. Non, c'est ce qui attire et ce qui éloigne l'avènement du sujet dans ce cas-là. C'est pour ça que je vous ai mis un fond jaune, une rayure du tigre. Comme vous le savez, les rayures du tigre sont leur empreinte digitale. Pas un n'a le même nombre ni la même forme, comme les endécasyllabes. Chacun de ces traits, chacune de ces unités est plus qu'un sujet, plus que je, plus qu'un harem, plus qu'un biographème, plutôt une instance de subjectivation. Une tentative de se saisir en silhouette dans son propre et fuyant devenir. Une tentative d'autodéfinition. Un Heráclito inconstante que es el mismo y es otro como el río interminable, dit Borges ailleurs, toujours amené à se recommencer. Ou dans une autre énumération, qui pour moi fonde l'énumération comme forme sens et récit cadre, motivant jusqu'à la moindre unité syllabique de sens de l'œuvre de Borges, en contribuant à cet effet de transparence qui cache un incessant bouillonnement presque opaque, un homme se propose la tâche de dessiner le monde. Au long des années, il peuple un espace avec des images de provinces, de royaumes, de montagnes, de baies, de nefs, d'îles, de poissons, d'habitations, d'instruments, d'astres, de chevaux et de personnes. Peu avant sa mort, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes trace l'image de son visage. Cette longue encyclopédie conjointe à un miroir est peut-être ce qui lui doit la découverte de lui-même. Je finis par paraphraser Tlön. Merci beaucoup. Disons, ça a été un vrai plaisir de vous écouter. En plus de ça, ce sera un vrai plaisir de lire votre article dans la publication. Normalement, il a jonglé entre le français et l'espagnol. Je crois que ça ne supposera pas de problème au niveau de la compréhension de la communication. Mais en tout cas, je me limiterai à dire en espagnol que normalement se ha centrado en el estudio de la enumeración como forma de sentido o como forma de sentidos o como figura rítmica que adopta el texto en Borges cuando dice el vértigo. Vértigo es una palabra que se ha repetido de forma constante. Cuando dice el vértigo, cuando se hace inminencia de una revelación que no adviene. Alors, je me permets de présenter les excuses de M. Boiseroui qui ne peut pas être avec nous vu les contraintes familiales. Donc, j'essaierai de faire une lecture écrémée de son travail avant de passer au mien par la suite. Alors, M. Boiseroui a fait une communication sur l'analyse de quelques aspects de la tradition orientale dans Fiction et la Nef de Jorge Luis Borges. Donc, je me permettrai de lire le résumé. Alors, il dit « Cet article s'assigne comme objectif de mettre en évidence l'intérêt que porte Borges à l'univers oriental sous ses formes islamiques, mystiques et bouddhistes.
l'écriture de l'auteur intègre subtilement des versets coraniques au niveau des épigraphes, ancre le récit dans l'imaginaire musulman à travers la dimension mystique que revêtent les quêtes menées par les personnages de quelques contes de fiction et de la nef. Borges recourt à la thématique de la tradition musulmane afin de permettre à la littérature argentine de s'ouvrir sur d'autres horizons culturels. Le Coran et la culture mystique permettent à l'auteur de traiter de quelques notions qui lui sont chères, comme le temps, l'infini, la quête humaine, etc. La culture bouddhiste, quant à elle, sert d'arrière-fond au thème de l'initiation et de la quête de l'illumination. Alors, M. Bouaziaoui a présenté cette communication sous forme de plusieurs axes. Alors, d'abord, je rappelle la problématique qui a fédéré à son travail. Alors, il dit que le présent travail a pour ambition d'analyser quelques aspects du monde oriental convoqués pour des raisons esthétiques et poétiques dans les textes de Borges. Pour ce faire, nous nous y intéressons à la présence de quelques références au monde islamique, à la mystique et aux résonances bouddhistes. La première partie, il a intitulé « L'islam comme toile de fond », donc dans laquelle il va passer en revue un ensemble de références intertextuelles et qui ont nourri l'imaginaire de Borges et qui sont généralement puisées de l'islam, du Coran en particulier. Donc il dit l'islam occupe une place assez importante dans l'univers scriptural borgésien. Il s'infiltre de manière inattendue dans ses fictions sous forme de citations coraniques ou à travers le nom de quelques mystiques musulmans. Alors donc il s'intéresse surtout à la question de l'intertexte coranique à travers quelques versets coraniques ou bien des idées qu'on trouve dans le texte de Borges. Malheureusement, on n'a pas le temps parce que c'est un peu long, mais c'est intéressant parce que Alors, deuxième partie, il intitulé « Dialogue avec la culture mystique ». Alors, il dit « Composante nodale de la pensée musulmane, la mystique n'a eu de cesse d'avoir un grand attrait sur Borges. En témoigne cette assertion très éloquente. » Alors, je cite Borges, il dit « J'ai aussi été très intéressé par le soufisme. Tout cela m'a donc influencé. J'ai étudié ces religions ou ces philosophies orientales comme possibilité de pensée ou de comportement, où je les ai étudiées d'un point de vue imaginatif pour la littérature. Et Borges est l'imaginaire bouddhiste. Donc il est passé de l'intertexte islamique à l'intertexte bouddhiste, dans lequel il montre cette forme d'acculturation qu'on trouve dans les textes de Borges. Alors, je lirai rapidement la conclusion qu'il a proposée pour son travail. Ce modeste travail, c'est M. Bouaziaoui qui parle, a permis de comprendre l'intérêt que porte Borges à l'univers oriental sous ses formes islamiques, mystiques et bouddhistes. Comme nous l'avons constaté, l'écriture de l'auteur use de versets coraniques au niveau des épigraphes, situe le récit dans l'imaginaire musulman à travers la dimension mystique que revêtent les quêtes menées par les personnages des contes convoqués dans cet article. Loin de tout usage stéréotypé et folklorique de la culture orientale, Borges recourt à la thématique de la tradition musulmane en vue de servir son colossal projet de faire ouvrir la littérature argentine sur les autres sphères culturelles. De plus, introduire le Coran dans ses contes et le mysticisme se veut d'une manière d'imprimer à ces textes davantage de fantastique, d'intriguer le lecteur, de le conduire dans un labyrinthe livresque où les notions de temps, d'infini, de quête humaine se chevauchent de façon condensée. La culture bouddhiste, en filigrane dans les textes, sert de toile de fond au thème de l'initiation et de la quête de l'illumination. M. Hassan Fathi est normalier en didactique du français et métier de l'éducation et de la formation. Hassan Fathi est doctorant chercheur à l'Université Moulay Ismaïl de Meknès. En 2014, il a réalisé un travail de recherche portant sur l'altérité chez Borges. Il prépare une thèse de doctorat intitulée « Le discours interculturel chez Borges, une communication universelle ». Entonces decía que la siguiente comunicación correrá a cargo de Hassan Fathi, no sé cómo traducir, normalia. Normalia, ça veut dire que le normal supérieur. Voilà. Bien, de acuerdo. En todo caso, de la escuela normal superior sería, ¿no?
pero no sé si existe el término esto de normalia, correspondencia, no creo. Bien, ¿sí? Bueno, en todo caso era eso. En didáctica del francés y métier, profesiones relacionadas con la educación y la formación. Hassan Fathi es doctorando investigador de la Universidad Mourid Ismail de Beknes. En 2014 realizó un trabajo de investigación sobre la alteridad en Borges. Prepara una tesis doctoral titulada El discurso intercultural en Borges, una comunicación universal. Bueno, pues nada, le cedo la palabra, por favor, y enseguida el minuto. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention traite de l'écriture apocryphe chez Borges, notamment dans sa poésie. Donc, l'apocryphe est un concept emprunté du grec chrétien apokryphos, signifiant l'aspect secret et caché d'un texte non lu dans les églises et dont la véracité est douteuse. En se référant à l'univers théologique, l'apocryphe est un texte qui ne répond pas aux exigences des 4 canons considérés sacrés et qui ont contribué au fil des siècles à l'édification et à l'avancement des épisodes bibliques selon les différentes traditions et rituels juifs et chrétiens. À vrai dire, l'apocryphe tire son origine des textes deutérocanoniques par rapport aux textes protocanoniques. La majorité des textes apocryphes sont pseudépigraphes puisqu'ils sont faussement attribués non à un auteur, mais à un pseudo-auteur. La question de la pseudopigraphie, empruntée des apocryphes bibliques, est présente dans l'univers borgésien. L'auteur, par le biais de ce brouillage, attribue plusieurs œuvres à de faux auteurs pour favoriser l'art de la mystification, de l'écriture de l'ambigu et de l'écriture apocryphe. En effet, l'écriture apocryphe chez Borges ne se limite pas uniquement au texte biblique, mais elle donne naissance également à une littérature et une fiction de l'apocryphe. Le poème fragment d'un évangile apocryphe est un texte fondateur de la Bible borgésienne, où le lecteur découvre de nouvelles paraboles et versions bibliques qui semblent être paradoxales à la fois chrétienne. Il s'agit d'une multiplication du texte canonique selon les principes de la pensée borgésienne entre théologie et idéalisme. Dans son poème, Borges commence par le chiffre 3 pour créer un passé imaginaire. C'est une annotation de Bernès. L'absence des 2 chiffres qui précèdent le 3 atteste une nouvelle version borgésienne de la Bible qui coïncide avec la conception chrétienne de la Trinité critiquée par l'auteur. L'unique Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce chiffre ne coïncide-t-il pas avec le chiffre 13 qui marque la vie du Christ? À l'image de la nature trinitaire du Christ qui ne prend pas en considération l'ordre numérique, les auteurs des évangiles s'inscrivent dans cette même logique en ne présentant cette figure qu'à l'âge de 13 ans, ce qui laisse la période de son enfance ambiguë pour les lecteurs et sollicite ainsi leur imagination. Afin de s'éloigner de toute écriture hermétique, Borges crée par le biais de l'apocryphe un univers de possibles infinis, indéfinis et même illimités. L'apocryphe biblique chez cet auteur propose une lecture de la Bible à travers les textes borgésiens et une lecture des textes borgésiens à travers la Bible, ce qui rapproche dans ce cas l'apocryphe au texte canonique. À cet effet, Simon-Claude Mimoni précise, donc je cite le texte, d'un point de vue historique, il convient de ne surtout pas considérer les récits canoniques comme supérieurs aux récits apocryphes. À l'époque de leur rédaction, vers la fin du 1er siècle et durant tout le 2e siècle, les uns et les autres avaient très certainement le même statut théologique. Fin de citation. Cette hiérarchisation textuelle engendre le traitement du concept de vérité, tant vérifié par les théologiens que par les auteurs, les critiques littéraires et les psychanalystes. À première vue, la question de la vérité ne peut être que fortement présente pour traiter de la notion de l'apocryphe selon la pensée et la littérature borgésienne. La vérité pour Borges est presque absente puisqu'il estime, donc je le cite, « Heureux celui qui ne s'acharne pas à avoir raison, parce que personne n'a raison, ou bien tous. » Fin de citation. Cette absence de vérité justifie l'émergence de l'écriture apocryphe borgésienne. La question de vérité rejoint celle de l'ipséité de l'écriture apocryphe chez l'auteur. Selon Jacques Derrida, l'apocryphe permet, donc je cite la définition de Jacques Derrida, l'apocryphe permet de se produire comme vérité au moment où l'on ébranle la valeur de vérité. Fin de citation. Si les textes canoniques sacrés se présentent comme une représentation de la vérité, de la parole suprême de Dieu et de tout ce qui est de caractère vrai,
L'écriture apocryphe, par sa désignation antithétique du texte canonique, favorise l'émergence de plusieurs versions contradictoires sans pour autant réclamer la véracité ou la supériorité d'une version sur une autre. À cet effet, les textes apocryphes borgésiens présentent une nouvelle vision qui se rapporte non seulement à la vie du Christ, mais également à la vie du prophète Mohammed, ainsi qu'à l'histoire d'Abel et Caïn qui se situe entre le texte biblique et le texte coranique. Entre les deux modes d'écriture, canonique et apocryphe, apparaît la représentation métaphysique des oppositions. Dans l'univers borgésien, l'écriture apocryphe n'est-elle pas une version possible de la vie du Christ et celle de Mohammed? L'apocryphe borgésien n'est-il pas une déconstruction de la dimension sacrée et hermétique du texte canonique? Comment cette écriture apocryphe comme espace de création littéraire entrave toute tentative de lecture systématique chez le lecteur? Donc je passe au premier axe, l'idéalisme et le déconstructivisme borgésien pour une écriture apocryphe. Par l'enjeu de l'écriture apocryphe, Borges démolit l'unité du texte canonique et hermétique pour le réécrire en apocryphe infini, illimité et même paradoxal aux versions canoniques. L'écriture apocryphe de cet auteur ne se réduit pas à la reproduction infinie et illimitée des épisodes bibliques et coraniques, mais elle les dépasse à la création d'un espace purement littéraire où les personnages des textes canoniques ne sont plus représentés dans cette dimension sacrée pour devenir plutôt l'objet de représentations archétypales de symboles universels. L'apocryphe borgésien ne s'inscrit pas uniquement dans le cadre de la réécriture des deux textes canoniques, mais il devient un procédé d'écriture caractérisant son univers et assurant un moyen qui sème le doute, déroute le lecteur et le pousse à découvrir les aspects cachés de l'univers. La première fonction de l'écriture apocryphe chez Borges est la déconstruction de la notion de vérité absolue. Dans son poème apocryphe Éloge de l'ombre, Borges remet en question le culte de la vérité parce qu'elle est souvent absente ou perdue dans le cadre existentiel de l'être humain. Donc je cite Borges, « N'exagère pas le culte de la vérité. Il n'y a pas d'homme qui, au bout d'une journée, n'ait eu raison de mentir, ou bien des fois. » Fin de citation. À travers l'écriture apocryphe, le mensonge n'est plus un acte infâme. Il n'est pas défini par opposition au concept de la vérité, car, selon la conception borgésienne, il est un élément essentiel, inévitable et incontournable dans la vie de l'homme. Le texte canonique valorise la vérité et représente le mensonge comme un acte infâme et impropre. À son opposé, pour assurer l'existence de l'aspect double du monde, l'écriture apocryphe borgésienne incite l'homme à éviter l'exagération du culte de la vérité, ce qui peut engendrer une forme de sacralisation qui limite et qui réduit la pensée de l'homme en l'entrant dans un cadre loin de la réalité de son existence. La déconstruction de cette notion principale et fondatrice des textes canoniques assure le passage de la vérité incontestable et absolue à un scepticisme borgésien reflétant la relativité de ce concept. Ce qui peut être vrai dans un contexte peut être faux dans un autre. Si le texte canonique représente l'image de l'existence d'une vérité absolue, le texte apocryphe remet en question cette existence et cette représentation en s'éloignant de toute attitude exagérée et non représentative de la condition humaine qui se résume dans l'univers borgésien en trois aspects essentiels: la mémoire, le rêve et l'imaginaire. Ces trois éléments lui permettent de combattre l'atrocité du monde en créant un nouveau monde littéraire qui dépasse cet univers. Si le monde est la création de Dieu, la littérature est la création de l'imagination de l'homme. Cette similitude assure la multiplicité, le dédoublement et la prolifération des différents destins de l'homme, ce qui affecte l'existence de chaque individu. Ce nouveau possible existentiel qui détruit la conception du texte canonique traitant de l'essence et de l'existence de l'être humain apparaît dans le poème Jean 1,14 lorsque Borges met l'accent sur l'aspect changeant de la mémoire humaine. Je cite quelques vers de ce poème. « Je naquis curieusement d'un ventre. Je vécus ensorcelé, emprisonné dans un corps et dans l'humilité d'une âme. J'ai connu la mémoire, cette monnaie qui n'est jamais la même. » Fin de citation. Cette écriture apocryphe borgésienne assure ainsi la création d'un monde parallèle et de nouveaux possibles existentiels propres à l'être humain. Ces différents mondes parallèles ne sont en effet que des variations de sa mémoire qui unissent le rêve, l'imaginaire et l'oubli afin d'assurer la continuité de toute relation d'altérité avec le monde ou avec l'autre. Par la combinaison du rêve et de l'imaginaire, tout devient littérature, l'une des créations parallèles de l'univers. Par cette création littéraire,
Borges déconstruit toute vérité absolue, ce qui révèle l'émergence de son idéalisme consistant à ramener l'être à la pensée et les choses à l'esprit, rejoignant ainsi la conception idéaliste de Schopenhauer. Ce dernier atteste dans son ouvrage Le monde comme volonté et comme représentation que la connaissance ne serait pas nécessaire s'il y a une absence du double et du multiple. De même pour l'univers chez Borges, on ne pourrait l'identifier ou le reconnaître si l'absence de son image ou de son double n'existe pas. L'écriture apocryphe représente la composition binaire de l'être et de l'univers. Elle est la représentation du désir, de la bonne connaissance du monde et de ses multiples composantes. Dans sa conception de l'existence en tant qu'être, Borges vise une déconstruction de tout ce qui se présente en tant qu'unique et seul afin de le dédoubler et de le rendre multiple et infini. Dans la même perspective, Schopenhauer pense dans son ouvrage intitulé « Le monde comme volonté et comme représentation » que, donc je cite le texte, la nécessité ou le besoin de la connaissance en général naît de la pluralité et de l'existence séparée des êtres, c'est-à-dire de l'individuation. Car, supposant qu'il n'y ait qu'un seul être, une telle connaissance ne sera pas nécessaire, puisqu'il n'y a rien qui diffère de cet être, même l'image et le concept. Cet être unique serait lui-même le tout dans le tout. Conséquemment, il ne lui resterait rien à connaître, je veux dire rien d'étranger qui puisse être saisi par lui comme objet. Avec la pluralité des êtres, au contraire, chaque individu se trouve isolé de tous les autres, et de là naît la nécessité de la connaissance. Fin de citation. De la réalité est l'esprit de l'homme qui s'éloigne de l'unicité et se penche vers la pluralité. Toute réalité devient multiple avec la pluralité des êtres, ce qui favorise la naissance de la connaissance chez l'homme. Il y a une fin à toutes choses, même les bonnes choses. Le colloque s'est terminé le samedi matin à 13h exactement, après quand même des séances et des échanges très très fructueux et, comme j'ai dit tout à l'heure, un échange de grande qualité. J'aimerais reprendre ici pour aussi mettre fin à cet entretien, reprendre une citation du grand écrivain Borges qui a dit que le réel est une virtualité du rêve. Et moi, je dirais que le réel, cette fois, dans le cas de ce colloque, a dépassé le rêve, étant donné que nous ne nous attendions pas à un tel succès. En toute sincérité, nous pensions organiser un colloque à taille humaine, mais on ne pensait pas que ça allait dépasser nos attentes et nos espérances. Mais en toute sincérité, ce fut un franc succès et nous avons terminé ce colloque en ayant dans l'esprit que des contacts ont été noués, que nos étudiants doctorants vont pouvoir s'adresser à de grands spécialistes pour finaliser et pour aussi alimenter et développer leurs travaux. Nous avons d'un autre côté recueilli tous les articles, donc nous allons donner lieu à une publication très prochainement. Donc nous pouvons dire que le colloque était une réussite à tous les niveaux. Alors, si ce colloque a connu cette réussite, c'est grâce aux efforts des uns et des autres. C'est avant tout grâce à un comité d'organisation très engagé. C'est grâce également à des étudiants doctorants convaincus de la légitimité aussi, de la pertinence de ce colloque, mais aussi grâce au président de l'université
qui nous a accompagnés le long de ce colloque, qui a mis à notre disposition les moyens nécessaires. Nous le remercions pour son soutien constant, pour aussi son adhésion à notre projet. Nous remercions bien chaleureusement Monsieur le Doyen également, parce que grâce à lui, nous avons pu quand même mettre en place une activité de taille. Il était présent à tous les moments, à toutes les étapes de ce colloque, grâce également à tous les fonctionnaires de la faculté, et tout particulièrement au service culturel, des affaires culturelles, au service aussi de la maintenance, à tous les agents qui étaient tout le temps là. Et il faut dire qu'il y avait quand même une ambiance très favorable à ce que ce colloque réussisse. Le succès de ce grand événement revient également aux participants et aux participantes qui, par le haut niveau de leur communication, ont participé à faire ressortir les nouvelles pistes de recherche sur Borges, et que les étudiants, donc les étudiants présents, pas seulement les étudiants doctorants, mais les autres étudiants qui, au programme Borges, pourraient quand même suivre ou envisager comme sujet de travaux futurs. J'aimerais aussi insister sur un aspect très important de ce colloque, c'est la présence justement des étudiants de tous les niveaux, même de S3, S5, qui étaient là, du master qui étaient là et qui ont certainement beaucoup appris de ce colloque. Et c'est ça l'intérêt des colloques de ce genre, c'est impliquer de plus en plus les étudiants pour qu'ils entretiennent d'abord des relations avec les spécialistes, mais aussi pour qu'ils puissent trouver des sujets intéressants aux travaux qu'ils aimeraient entreprendre par la suite. Je pourrais dire, pour conclure, que ce colloque donc a connu un succès, un franc succès, et j'aimerais, avant de terminer, adresser mes vifs remerciements à la chaîne SAIS+, représentée par son directeur ici présent, Monsieur Msiyah Mohamed, qui a accompagné cette grande activité durant les 3 jours et qui a montré beaucoup de patience avec tous les intervenants à cette chaîne. Je lui souhaite à lui aussi plein succès, et je souhaite plein succès à sa chaîne, et je remercie tous les intervenants, toutes les intervenantes. Je remercie Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, tous les fonctionnaires, les 2 services, aussi bien le service des affaires culturelles que le service de maintenance. Je remercie mes étudiants et mes étudiantes. Et pour terminer, j'aimerais dire à quel point nous avons été vraiment satisfaits de cette grande rencontre, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan humain et relationnel. Et merci beaucoup.